On croit toujours que le plus effrayant, ce sont leurs visages, ces enfants aux yeux comme de l'encre renversée, au teint pâle comme la craie. Mais l'horreur véritable ne vient pas de leur apparence, elle vient du choix qu'ils vous forcent à affronter. Cette manière insidieuse qu'ils ont de vous pousser vers une décision que vous n'auriez jamais voulu prendre, et le prix à payer si vous hésitez. Je raconte cela aujourd'hui parce que j'ai passé 15 ans à essayer de comprendre ce que ça signifiait, ce qu'ils étaient. Et ce n'est que récemment que j'ai enfin trouvé la paix, en renouant avec les autres. Car je n'étais pas seule cette nuit-là. Nous étions 4 à les avoir vus, 4 à avoir dit non, et 4 à être repartis changés, mais entiers. Le gîte que nous avions loué était une ancienne ferme restaurée, près de Saint-Sornin, en Charente-Maritime. Il se nichait entre les marais salants et les bois de pin, loin de toute route principale. L'air y sentait en permanence le sel et le bois ancien, et les nuits y tombaient lourdes et profondes. Nous étions là pour des retrouvailles, moi, Cécile, son frère Alain et un vieil ami d'université, Malik. Cela faisait des années que nous n'avions pas été réunis tous les 4. Cécile avait réservé la maison. Elle adorait les endroits qui avaient une âme, disait-elle. Celui-ci en regorgeait. Murs de pierre épais, volets de bois, grenier rempli d'outils anciens que nous n'avons jamais osé toucher. L'après-midi de notre arrivée, tout semblait normal. On a discuté, préparé le dîner, puis marché au bord des marais au coucher du soleil. Une fois le feu allumé et le vin débouché, le monde au-delà des haies avait cessé d'exister. Mais quelque chose a changé vers 23 heures. Ce n'était pas la météo, même si l'air était devenu étrangement immobile, sans un souffle. C'était dans le silence lui-même, un silence trop parfait. Pas seulement l'absence de son, une absence de possibilité de son. Alain a été le premier à s'en rendre compte. Il était dans la cuisine, cherchant une autre bouteille, quand il s'est figé. Je l'ai vu tourner la tête vers la porte qui donnait sur le jardin. Son corps s'est raidi. Il ne disait rien. Mais sa main tremblait en posant la bouteille. On lui a demandé ce qu'il avait. Il n'a pas répondu. Puis il y a eu le coup. 3 petits coups, secs à la porte de derrière. Légers, presque polis, mais faux. On a cru un instant que c'était un voisin, mais il n'y avait pas de voisin proche. Juste des champs d'un côté, des marais de l'autre. Cécile s'est approchée de la fenêtre au-dessus de l'évier, soulevant le rideau de dentelle. Elle est devenue livide. Elle s'est tournée vers moi lentement, et je n'oublierai jamais la façon dont elle a murmuré mon nom. Non pas avec peur, mais avec un vide étrange dans la voix. Je l'ai rejointe et j'ai regardé dehors. 2 silhouettes se tenaient juste au bord du halo de la lumière du porche. Des enfants, un garçon et une fille, peut-être 11 ou 12 ans, vêtus de vêtements délavés, démodés. La robe de la fille semblait sortie des années 50, ses cheveux tressés en 2 nattes rigides. Le garçon portait une veste trop petite, ornée de coudières. Il restait immobile, tête légèrement inclinée, les bras le long du corps, et leurs yeux, ces yeux-là. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir si peur dans un silence absolu. Une peur totale, pure. Ils fixaient la fenêtre sans ciller. Ils ne s'approchaient pas, ne faisaient pas signe, ne parlaient pas. Ils attendaient. Alain a demandé qui c'était. Personne n'a répondu. Puis la fille a levé la main et a frappé de nouveau. 3 coups, cette fois directement contre la vitre. Nous avons fermé le rideau. L'air dans la maison a changé, comme si quelque chose était entré avec nous. Malik a verrouillé la porte, vérifié chaque fenêtre, fermé les volets de bois massif. Cécile s'est assise, les mains serrées, les lèvres tremblantes, non pas de panique, mais d'une reconnaissance ancienne et profonde. Comme si son corps avait déjà vécu cela, même si son esprit l'ignorait. Ce n'est qu'en nous rasseyant dans le salon que nous avons compris. Les coups venaient maintenant de la porte d'entrée. Même rythme, 3 coups, calmes, calculés. Nous n'avons pas bougé, puis ils sont venus de la fenêtre latérale, puis de la trappe du grenier au-dessus de nous. Toujours 3 coups, toujours mouvants, comme s'ils tournaient autour de nous, cherchaient une faille. Et tout ce que nous pouvions faire, c'était ne pas ouvrir, ne pas répondre. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quelques minutes, des heures. Le temps s'était rétracté en un long fil d'angoisse.
Chaque craquement, chaque ombre, chaque frisson dans l'air faisait se tendre nos muscles, mais nous n'avons jamais cédé. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. L'air est redevenu clair. Le silence, naturel, plus de coups, plus de pas, plus d'ombre. Alain a ouvert un volet et a regardé dehors. Il n'était plus là. La nuit semblait de nouveau normale, fraîche, calme, sans histoire. Nous avons à peine dormi. Le matin suivant, nous avons fait nos valises en silence. Nous sommes partis tôt, chacun par un chemin différent. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé. Pas besoin. Le silence entre nous pesait bien plus que tous les mots. Pendant des années, je n'en ai parlé à personne. J'ai cru que j'avais rêvé, que nous avions tous rêvé. Une sorte d'hystérie collective peut-être. Mais les souvenirs étaient trop nets, trop précis. Et ils ne se sont jamais estompés. Le déclic est venu bien plus tard, aux funérailles de Malik. Il était mort d'une crise cardiaque, doucement, dans son sommeil. Il n'avait que 41 ans. Cela m'a frappé violemment. Je ne l'avais pas revu depuis près de 10 ans. À la cérémonie, j'ai retrouvé Cécile et Alain. Après la veillée, nous nous sommes retrouvés dans un petit café à Bordeaux. On a parlé comme autrefois, partagé des souvenirs, évitant soigneusement le sujet qui flottait dans nos têtes. Jusqu'à ce qu'Alain dise simplement « Vous vous souvenez d'eux, hein ?» Il n'en a pas fallu plus. Nous avons tous hoché la tête. Personne n'avait besoin de préciser ce que « eux » signifiait. Puis Cécile a sorti quelque chose de son sac. Une photographie, jaunie, effacée. Elle montrait le gîte, celui de notre séjour. Mais sur l'image, tirée d'un vieux magazine ou d'une archive locale, 2 enfants se tenaient au bord de la haie, à peine visibles, des ombres. Cécile a expliqué qu'elle avait trouvé cette photo 1 an plus tôt en cherchant des informations sur la région. Il y avait eu un incendie dans les années 50. 2 enfants étaient morts dans la grange derrière la maison. Certains disaient qu'ils s'étaient perdus. D'autres murmuraient quelque chose de plus sombre, qu'ils étaient allés demander de l'aide chez un voisin et que personne n'avait répondu. Ils étaient morts seuls, dehors, dans le froid. Cécile a replié la photo. Elle n'a pas pleuré. Aucun de nous ne l'a fait. Mais le silence qui a suivi n'était plus le même. Il n'était pas lourd, pas hanté. Il ressemblait à une forme de compréhension. Comme si une vérité, longtemps tapie dans l'ombre, venait enfin de terminer sa ronde. Nous avons commencé à en parler plus librement après ça. De la peur, de cette impression d'épreuve, de cette clarté soudaine que nous avions tous ressentie au même instant, qu'il ne fallait pas ouvrir. Que répondre aurait été une erreur, pas seulement pour nous, peut-être pour eux aussi. Je crois que nous en sommes tous venus à la même conclusion ce soir-là. Quoi qu'ils fussent, ils ne cherchaient pas seulement des victimes, ils cherchaient quelque chose de plus profond. Une permission peut-être, une ouverture, un lien que nous ne comprenions pas. Et lorsque nous les avons refusés, ils ne se sont pas acharnés, ils sont partis, sans colère, juste terminés. Ce n'est qu'au bord de la tombe de Malik que j'ai compris que la paix que je ressentais ne venait pas seulement d'avoir survécu à cette nuit-là. Elle venait du fait d'avoir dit non, avec fermeté, d'avoir reconnu quelque chose d'ancien et d'étrange, et de ne pas l'avoir invité à entrer, de ne pas avoir tenté de le comprendre selon ses règles, mais d'avoir tracé une frontière, et de l'avoir tenue. 1 an plus tard, je suis retournée à Saint-Sornin. J'ai retrouvé le vieux gîte. C'est devenu une maison d'hôtes, rénovée, lumineuse, accueillante. Une famille y séjournait. Je ne suis pas entrée. Je suis restée au portail. J'ai écouté. Le vent glissait doucement dans les arbres. Rien n'a frappé. Je suis repartie sans peur, sans regret. Peu importe ce qu'ils étaient, ils ne font plus partie de moi. Et je crois que c'est tout ce qui compte.